J'aimerais votre commentaire, votre regard là-dessus, c'est-à-dire sur cet effort de guerre si considérable des Russes. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que certes, les Russes sont plus forts aujourd'hui qu'au début de la guerre, mais les Ukrainiens aussi. Ils ont plus de chars, plus d'avions de chasse, plus de systèmes de défense, plus de missiles longue portée. Et donc, en réalité, les deux protagonistes montent avec une pente qui est quasiment parallèle, ce qui fait que les Russes ne sont toujours pas en mesure de prendre l'ascendant. Ils grignotent avec beaucoup de pertes, parce qu'il faudrait qu'ils dominent beaucoup plus pour pouvoir réellement progresser. Et les Ukrainiens arrivent à leur faire subir énormément de pertes pour ces maigres progrès. Donc, en réalité, les perspectives sont toujours plus de souffrance et toujours plus d'investissement dans les deux camps, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui cède. Et c'est pour ça que personne ne croit en un effondrement militaire, ni d'un camp, ni de l'autre. Ce sera un effondrement économique. Est-ce que ce seront nous qui allons abandonner l'Ukraine et qu'elle ne sera plus en mesure de continuer à se défendre, auquel cas il y aura des centaines de milliers de morts, il faut le dire ouvertement, puis ensuite il y aura une guerre ouverte entre la Russie et l'Europe, ça je crois profondément, ou alors est-ce que c'est la Russie, avec toutes les sanctions qui, contrairement à ce que dit Salvini, ont un effet et l'empêchent de produire. Si les Russes n'avaient pas de sanctions, ils tireraient encore 4 fois plus, il faut être clair sur ça. Expliquez, on va voir les images d'Odessa notamment, comment ils arrivent encore à frapper Odessa qui est un objectif aussi important. Le président de la République avait souligné, Emmanuel Macron, à quel point Odessa fait partie des objectifs centraux. Kiev, Odessa, Lviv. On ne parle pas d'une obscure ville, toutes sont respectables, mais enfin, il y a des villes qui ont plus de charges symboliques. Odessa. Tout simplement parce que nous n'avons pas fourni les équipements nécessaires à l'interception de ces missiles. Technologiquement, on pourrait. Nous les avons. Nous les avons. Ouais, il y a quelque chose qui ne tient pas dans l'histoire. Nous ne déployons pas, nous ne voulons pas donner davantage d'équipements pour ne pas déshabiller notre armée qui est déjà à la gorge. C'est à ce point-là. Et aujourd'hui, les Ukrainiens sont plus forts que nous en défense aérienne. Il faut être clair. Si demain, la France ou n'importe quel pays d'Europe subissait des attaques du niveau de ce que subit l'Ukraine, on aurait un taux d'interception qui serait beaucoup, beaucoup plus mauvais que les Ukrainiens. Et pardon, si vous avez raison, on comprend l'angoisse qui étreint chef d'état-major des armées. On va voir que le chef d'état-major des armées anglais est très, très catastrophiste. Si effectivement, on est au point où on voudrait aider, mais on ne peut pas parce qu'on se dit, quoi qu'il arrive, il ne faut pas trop se dépoiler. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas fait... On a fait l'effort industriel dans certains domaines, pour les canons César, pour fournir des obus d'artillerie. Il n'y a plus de problème d'obus d'artillerie. Oui, mais ça, la protection des villes, c'est quand même essentiel. Eh bien, c'est essentiel. Et c'est dans ce domaine-là, on n'a pas fait le même effort qu'on a pu le faire dans d'autres domaines. Avant d'évoquer notre capacité militaire réelle face à la Russie et également cet exploit ukrainien contre un sous-marin russe, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée et notre partenaire aujourd'hui, c'est Inconi. Est-ce que vous aimez quand vos informations soient diffusées, partagées librement sur Internet ? Il y a des fuites de données qui sont récupérées comme ça par des data brokers qui vont collecter ces informations, qui vont les exploiter sans votre aval. Il y a eu des condamnations en France contre les entreprises qui font ces choses-là. C'est pour ça qu'Inconi est là. Ils peuvent vous aider à disparaître d'Internet de ces entreprises qui collectent toutes les informations sur vous et qui vont générer du spam, des harcèlements téléphoniques et qui vont faire même augmenter les tarifs des biens et services que vous utilisez. Mais il y a une autre fonction d'Inconi que j'adore, c'est le custom removal. C'est-à-dire que je vais pouvoir identifier les sites qui partagent mes informations, mon adresse postale, les informations téléphoniques, et je vais pouvoir les soumettre directement à Inconi qui va les faire disparaître d'Internet sans qu'on ait besoin de faire des démarches administratives qui sont super longues, complexes et pour lesquelles on ne sait pas faire tout seul parce qu'on n'a pas les capacités administratives avec les avocats tels qu'Inconi. Donc si vous voulez récupérer votre intimité sur Internet, que vos données ne soient pas partagées, exploitées commercialement ou retrouvées par des gens qui essayent de vous contacter, suivez mon lien exclusif inconi.com/Chitelman, vous aurez une super promo et puis comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Allez, on retourne à notre sujet. Gérard, de quel œil, vous, historien? Les armées françaises sont particulièrement, il faut bien dire, restrictives sur les livraisons d'armes, hein, parce qu'après tout, le Danemark a donné tous ces éléments, toutes ces protections antiaériennes. L'armée française ne le fait pas du tout. Et toute son artillerie. Et je peux vous le dire qu'il y a même des bras de fer au sein de l'État français. Entre qui et qui? Entre le pouvoir politique et les armées qui résistent. Et en général, ce sont toujours les armées qui gagnent. Hein. Donc pour le moment, nous livrons très peu d'armes. Hein. Ça veut dire quoi? Attendez, soyez précis. Attendez, vous voulez dire que l'Élysée dit il faut livrer cela et l'armée résiste le plus longtemps possible? Les armées résistent, oui, les armées résistent. C'est le ministère des Affaires étrangères. Comment? Précisément. Le ministère des Affaires étrangères a voulu faire plus à plusieurs occasions. Plusieurs reprises. Et l'arbitrage a été que les militaires ne veulent pas donner et donc on ne peut pas donner. Voilà. Et qui a raison? En l'occurrence, je pense que les militaires ont raison, mais néanmoins, il aurait fallu dès 2022 monter en cadence. Et pourquoi maintenant ils ont raison d'après vous? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner effectivement davantage, mais il fallait faire deux choses, donner tout ce qu'on peut donner et appuyer sur l'accélérateur pour soutenir les Ukrainiens. Et à l'inverse, les militaires, de plus en plus nombreux, souhaiteraient
par exemple, pourrait intercepter les missiles au-dessus du territoire ukrainien en étant basés de l'autre côté de la frontière. Et 63% des Français sont favorables, c'est l'opération Sky Shield. Et là, c'est le contraire. La diplomatie dit, oui, mais attendez, il faut qu'on ait des accords, il faut que la Pologne accepte, etc. Et on ne veut pas y aller tout seul. Donc, donner davantage, non. Mais s'engager, oui. Ça, c'est pour l'armée. Et puis, les affaires étrangères, c'est un petit peu le contraire. L'Ukraine a aussi des moyens considérables. Et pendant qu'on négocie, l'Ukraine aussi veut montrer qu'elle se bat, qu'elle ne relâche pas du tout ses efforts. C'est l'opération très spectaculaire contre le sous-marin russe. Il faut rappeler d'abord ces images. Ça, c'est la première image qui nous soit parvenue. Donc, ces drones sous-marins Sea-Baby qui ont fait exploser un sous-marin russe, dit le service de sécurité de l'Ukraine, qui précise que le sous-marin a subi des dégâts, qu'il a été mis hors de service, et on est là, qu'on comprenne bien dans ce port de Novosibirsk, et on va voir le drone naval qui a frappé. En tout cas, il y a plusieurs variétés de drones navals, et expliquez-nous comment ça a fonctionné. Alors déjà, il faut se souvenir que l'intégralité de la flotte de la mer Noire a dû quitter les ports de Sébastopol, et que la mer Noire est un lac ukrainien. Les Russes ne peuvent plus en sortir. Donc ils ont tous été se réfugier à Novorossiysk, qui est beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que dès qu'ils sortent, en gros, ils sont réellement en danger. Et normalement, quand ils sont dans ce port, ils sont derrière des filets de protection, il y a des systèmes de détection acoustique, et les Ukrainiens, on parle beaucoup de leurs drones, qui sont en fait des sortes de super jet ski un peu améliorés, qui explosent, mais en surface. Et en réalité, ils ont développé des vrais sous-marins qui font plusieurs mètres de long, qui peuvent transporter des centaines de kilos d'explosifs, et qui sont en immersion, qui sont sous la surface de la mer. Donc déjà développer ce savoir-faire en quelques années, on sait qu'il y avait énormément de travail qui avait été réalisé, mais le fait qu'ils l'emploient une première fois, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, sur un des piliers du pont de Crimée, ça n'avait pas marché, et là ils ont réussi à se faufiler jusqu'au fond du port le plus protégé de toute la mer Noire pour détruire ce bateau. Expliquez-nous bien les images qu'on voit, c'est-à-dire là il y a l'opérateur qui téléguide son drone, et on voit une des variantes possibles. Voilà, c'est celle-là. Alors ça, c'est les versions visibles qui sont au-dessus de l'eau. Donc là, on reconnaît sur le toit, il y a une sorte de caméra. Sur l'arrière, il y a le Starlink. On voit les deux antennes. Il y en a une des deux, c'est un Starlink, ce qui permet d'être piloté depuis la France. On pourrait le piloter jusqu'au fond de la mer Noire, puisque ça passe par satellite. Et alors, on dirait, c'est fascinant, on dirait un jouet. Je ne sais pas si vous jouiez avec ce genre de bateau quand vous étiez. Je vous imagine bien au jardin du Luxembourg. À mon avis, ils avaient la voile, et d'abord, voilà. Je vous rappelle, je ne suis pas parisien. Voilà. Alors ça, c'est une version un peu particulière. C'est une version qui a, vous le voyez, des missiles anti-aériens. C'est-à-dire que ces bateaux, ces petits drones navals qui étaient en fait souvent attaqués par des hélicoptères russes, eh bien, ils ont abattu des hélicoptères avec les missiles qui sont dessus pour faire peser une menace. Et donc, ils ont réussi avec ces bateaux à abattre des avions de chasse et des hélicoptères pour empêcher cette chasse. Et donc, la version qui a touché par contre ce sous-marin dans le port, c'était pas cette version qu'on voit, c'est une version réellement sous-marine. Regardez la réplique des Russes, puisque les Russes contestent. Alors, une guerre d'information, vous allez me dire ce que vous en pensez. Les Russes ont produit ces images, cette vidéo qui montrerait le même sous-marin, en tout cas une partie du sous-marin, parce qu'on ne voit pas l'arrière, qui serait intact. Le capitaine de vaisseau Roulev, porte-parole de la flotte de mer Noire, dément l'action ukrainienne. Voilà. Est-ce on peut déduire quelque chose d'image qu'on voit là ? Non, alors il n'y a pas de numéro de coque, il n'y a pas de numéro de série, ils peuvent l'avoir déplacé, ils peuvent en avoir mis un autre, et puis est-ce que c'est vraiment le même positionnement ? Est-ce que ça n'a pas été filmé la semaine dernière ? Ça prouve absolument rien. Les images ukrainiennes sont beaucoup plus convaincantes, évidemment, et accessoirement, les Ukrainiens, dans les précédents, quand ils ont abattu, par exemple, quand ils avaient coulé le Moskva, les Russes avaient dit non, mais en fait, il y a eu un feu dans la cale, et puis il y a une tempête qui l'a fait couler. C'était faux. Quand ils avaient perdu des systèmes de défense très lourds sur la Crimée, ils avaient prétendu que c'est parce qu'ils avaient fumé des cigarettes. C'est quand même des officiels. Donc on sait qu'ils racontent n'importe quoi, et cette fois-ci encore, on attend les photos satellites. D'ailleurs, pardon, mais un bateau qui est dans la rade de Brest ou je ne sais où, il est exposé comme celui-là ? Alors non, a priori, on a des systèmes acoustiques de détection qui sont très très bons, parmi les plus réputés du monde. C'est même pour ça qu'on gagne beaucoup de contrats à l'export, ce qui n'est pas le cas des Russes. Donc la guerre anti-sous-marine qui aurait permis de détecter les Russes, c'est pas leur point fort très clairement. On en exporte, on est très fort, et nous on commence à faire des drones navals, par exemple une société comme Sea Hall, qui arrive maintenant à développer, encore une fois, des sortes de jet ski qui peuvent aller au but. Mais un dernier élément sur ça, ce qui est quand même intéressant, c'est que là c'est la caméra de sécurité de l'armée russe qui surveille le port de l'armée russe, et c'est les Ukrainiens qui partagent cette image. C'est que les Ukrainiens avaient réussi à pirater le système de sécurité de la base navale de Novorossiysk pour partager ces images. Et ça, c'est un autre tour de force, évidemment. Ils savaient très bien où étaient positionnés les bateaux, à quelle heure ils sortaient, quand est-ce qu'il fallait passer discrètement, parce qu'ils avaient ces informations par caméra.
On voyait en début d'émission les négociations qui ont l'air, quoi qu'il en soit, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, d'avancer. Et en réalité, beaucoup se disent, tiens, on va s'approcher d'un compromis. Or, très visiblement, c'est le contraire qui se passe dans les états-majors européens. Il y a une inquiétude forte. Un dernier en date, c'est le maréchal en chef Knighton, chef d'état-major britannique, qui a pris la parole. Il est extrêmement pessimiste. Il dit... je dirais que la situation est plus dangereuse que tout ce que j'ai connu au cours de ma carrière. Les forces armées sont notre première ligne de défense. Nous devons être prêts à nous battre et à gagner, c'est cet homme. Les fils et les filles, les collègues, les anciens combattants auront tous un rôle à jouer pour construire, servir et, si nécessaire, combattre. Davantage de familles comprendront ce que ça signifie pour le sacrifice de notre nation. Rappelez-vous ce que disait Mandon. Rappelez-vous les propos de Mark Rutte, qu'on a vu tout à l'heure là à Berlin, qui dit il faut préparer une guerre comparable à la première et à la deuxième, à ce qu'ont vécu nos parents et nos grands-parents. Là, c'est vraiment absurde. Hein. Comment voulez-vous mener la Deuxième Guerre mondiale? Enfin, soyons sérieux. Il peut y avoir une guerre, hein. Il peut y avoir des opérations militaires, mais vous avez un pays qui s'appelle la Russie, qui n'est même pas capable d'écraser l'Ukraine. Voilà, il peut tout à fait envahir. Moi, je pense que c'est ça le scénario. Envahir ou menacer ou faire pression sur l'Estonie ou la Lettonie. Il peut faire de même sur la Moldavie s'il l'emporte en Ukraine. Hein. C'est une condition importante. Oui. Mais de là à essayer d'affoler le bourgeois en annonçant la bataille de Verdun, non, c'est pas très sérieux. On affole le bourgeois, vous dites? Vous pensez ça, vous aussi? Non, alors, je pense clairement qu'il y a un risque de guerre ouvert avec la Russie. Oui. Mais l'hypothèse que la Russie aille au-delà de la Pologne, il est nul. Oui. Il est nul. Ça veut dire quoi, au-delà de la Pologne? Jusqu'à la Pologne ou dans la Pologne? Si aujourd'hui on se défend mal, ils pourraient aller jusqu'à la Pologne, ils n'iront pas au-delà de la Pologne, mais par contre, ils peuvent nous bombarder. Les Russes s'entraînent depuis 2013 à bombarder la France, la Grande-Bretagne et Pays de l'Ouest avec leur marine. Ils développent des cargos, des bateaux civils qui passeraient. Les cargos sont capables de lancer des Shahed et des missiles Club K, les gens peuvent regarder en ligne. Et ça, on sait que les Russes le font. Ils se préparent à nous bombarder ici pour attaquer en simultané de l'autre côté, pour empêcher que nous puissions aller soutenir nos pays européens. Pour vous, ce scénario existe. C'est-à-dire qu'ils tentent quelque chose contre les pays baltes et simultanément bombardent en Europe de l'Ouest pour neutraliser. Les stratégistes qui s'occupent de ça dans les armées préparent exactement ce scénario-là. Les Russes attaquent dans les pays baltes et nous bombardent en même temps pour empêcher que nous puissions aller aider nos alliés. Et c'est pas juste des paroles en l'air, c'est que les Polonais, les Baltes, les Finlandais, les Suédois ont ce scénario pour l'autre côté et que les documents officiels russes qui ont été récupérés en même temps que les 2 millions de documents de la dissuasion nucléaire russe montrent que les Russes se préparent à nous bombarder ici en France. Évidemment, nos aéroports, nos voies ferrées, nos systèmes électriques, pour nous empêcher d'aller aider ces pays. Ce serait un degré d'audace et de prise de risque inouï. Bien sûr. Et pourquoi pas? Non, mais cela étant, nous, les armées, par définition, planifient tout. Hein. Donc j'imagine que les Français aussi planifient aussi. Donc tout le monde planifie. Hein. Donc, vous n'y croyez pas, visiblement? Non, c'est pas que je n'y crois pas. Je dis c'est une possibilité. Mais je reviens sur la notion d'affoler le bourgeois. Je pense qu'il est important, si nous voulons mobiliser nos citoyens, de proposer des scénarios qui soient des scénarios raisonnables. Parler de la Première Guerre mondiale à des Français, ce n'est pas possible. Voilà, c'est absurde. Parce que pour nous, c'est le sacrifice ultime, 1 400 000 morts, la bataille de Verdun. Non. Ce n'est pas ça du tout. Les Cosaques ne sont pas sur le Rhin. Et n'essayons pas de le faire croire aux citoyens. Donc, oui, mais vous dites ça, pardon, Gérard, vous dites ça, et dans la seconde d'après, Xavier Titelman dit oui, mais des bombardements sur des villes européennes, c'est possible. Ah oui, non, mais... pardon, c'est pas léger. Attendez, des bombardements, ça se dissuade. Hein. Nous avons aussi des capacités de dissuasion. Il y a aussi, nous planifions, on planifie à la fois la destruction et éventuellement aussi des capacités de dissuasion. La seule manière d'arrêter les Russes, c'est de dissuader. On ne va pas faire confiance aux Russes. C'est de convaincre les Russes que s'ils font certaines choses dont nous sommes au courant, eh bien nous réagirons et leur dire voilà ce que nous risquons de vous faire. C'est quand même pas tout à fait le scénario que donne Titelman ici. C'est quand même un autre. Vous n'êtes pas je ne veux pas vous opposer artificiellement, mais Titelman dit autre chose. Objectivement. Moi, quand je vois la Russie organise-t-elle des attentats sur le sol européen, sur la France, avec un attentat manqué en juin 2024? Les bombardements, c'est autre chose. Je parle, c'est plus sérieux. Quelle est notre réponse aux tentatives d'attentats pour exploser des avions sur le territoire européen? Zéro. On n'en parle même pas. On les attaque pas en justice ni quoi que ce soit, alors qu'il est prouvé que ce sont les Russes qui organisent des attentats et qui font brûler des supermarchés, etc. Donc l'idée que, puisqu'on ne les arrête pas là, ils vont aller un cran plus loin, elle est de plus en plus prégnante dans, je pense, de plus en plus de personnes qui sont enclines,
qui sont capables de travailler sur les questions de sécurité. Donc je dis pas, et j'espère profondément qu'effectivement, nous aurons une dissuasion et une puissance qui nous permettra d'empêcher les Russes d'essayer d'aller plus loin. Mais c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, les Européens veulent aller plus loin que ce que les Américains, parce que les Américains veulent donner aux Russes le Donbass, c'est que ça donnerait raison à Poutine et ça lui donne évidemment envie d'aller plus loin. Et cette envie d'aller plus loin et de se faire lever les sanctions fait que la Russie va produire beaucoup plus d'armes que ce qu'elle consomme aujourd'hui. La Russie plus forte que certains le prévoyaient en tout cas, et la Chine beaucoup plus forte encore.